qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-câlin, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonjour tout le monde. Alors je dis d'abord et avant tout merci à Zouk TV de nous recevoir chaque semaine sur son plateau. Donc aujourd'hui, vendredi 30 avril, la rediffusion de cette émission se fera ce mardi à 9h du matin sur Zouk TV. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière. Donc nous avons avec nous Marie-Jeanne Toulon, qui est membre de la Sopamar et qui est membre au sein de la Sopamar. Elle est membre du comité de l'eau et de la biodiversité. Bonsoir, en fait bonjour Marie-Jeanne. Oui, bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Voilà. Donc merci de me recevoir dans cette émission pour parler de l'eau. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de l'eau. Donc la semaine dernière, nous avons parlé des cendres d'albioma. Nous avons parlé aussi des pesticides, mais j'ai l'impression que chaque semaine, dans cette émission, on parle de pesticides parce que tout revient aux pesticides. Et encore aujourd'hui, je suppose, Marie-Jeanne, qu'on va encore parler de pesticides. Oui. C'est systématique, je crois. Donc, effectivement, donc aujourd'hui, nous allons parler du SDAGE. Le SDAGE, donc, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. En fait, je lis mes notes pour ne pas me tromper. Hein. Donc, d'abord, on va voir avec Marie-Jeanne. Je voulais juste te poser quelques questions. C'est-à-dire que tu es membre de la Sopamar depuis quand tu es membre de la Sopamar? Tu cherches. Depuis environ 2009, et c'est la question de l'eau qui m'a amenée aussi à la Sopamar. Donc, je crois que c'est dans les années 2006, il y avait eu des factures d'eau qui étaient vraiment énormes. Les gens faisaient la queue chez les distributeurs d'eau parce qu'ils ne comprenaient pas comment ils avaient des factures aussi exorbitantes. Et donc, j'ai fait partie d'abord de l'ADUEM, Association de défense des usagers de l'eau de la Martinique. Et nous étions allés voir la Sopamar, justement, pour avoir un petit peu l'appui de la Sopamar. Et j'ai trouvé que c'était une association qui était d'Ubud, comme on dit. Donc, et puis qui avait... c'était vraiment une association, pas uniquement pour l'eau, mais pour la protection de la nature et de l'environnement, ce qu'on appelle les APNE. Et donc, c'était un champ beaucoup plus ouvert, puisque finalement... l'eau enfin toute la nature, l'eau est dans la nature et beaucoup de choses sont liées à l'eau, hein, la biodiversité est liée à l'eau. Notre corps contient plus de 80% d'eau. Oui, voilà, 70% d'eau. Donc l'eau est vitale, est un élément vital. Et d'ailleurs, dans le logo de la Sopamar, de l'eau c'est Tess et bois, de l'eau c'est de l'eau c'est la vie. Donc, je suis restée finalement à la Sopamar. Et je confirme. Moi aussi, d'ailleurs, je suis arrivée en 2009 à la Sopamar. Donc, on est arrivés à la même année. Tu étais même secrétaire de la Sopamar. Tu as fait... oui, pas dès mon arrivée à la Sopamar, mais j'ai fait une période où j'étais secrétaire générale à la Sopamar, du temps de... Henri Louis-Régis. Oui, président Henri Louis-Régis. Voilà. Donc je vois que tu as de jolies petites boucles d'oreilles recyclées, des petits boutons. Oui. Donc assortis au t-shirt à Sopamar. Ouais. Voilà, donc nous allons commencer notre émission. Alors on va juste voir la toute première vidéo qui nous explique pourquoi donner son avis sur le SDAGE. Donc c'est une vidéo que j'ai récupérée sur le site internet de l'ODE. Donc vous pourrez regarder tout simplement lorsque vous allez consulter. Donc on retourne sur le plateau juste après la première vidéo. Le Comité de l'eau et de la biodiversité, le CEB, en tant que Parlement local de l'eau, vous consulte sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques.
Le prochain plan de gestion de l'eau pour la Martinique sera inscrit dans un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE. Le SDAGE fait office de loi sur l'eau en Martinique. Il garantit la bonne santé des milieux aquatiques, c'est-à-dire des rivières, des eaux littorales, des eaux souterraines, des mangroves, des mares, des sources et de leur riche biodiversité. Le SDAGE doit aussi permettre de concilier les usages, c'est-à-dire permettre à l'homme de poursuivre ses activités comme produire de l'eau potable, rejeter ses eaux usées, pêcher, arroser ses champs, tout en respectant des milieux aquatiques. Le SDAGE sera mis en œuvre sur la période 2022-2027. Il comporte 127 dispositions, réparties dans 4 orientations fondamentales. Les grandes priorités du SDAGE 2022-2027 sont rendre les stations d'épuration non polluantes d'ici 2027, mettre aux normes les fosses septiques, mener une politique sociale de l'eau, solidarité financière, prix de l'eau, concilier les usages en luttant contre les fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable, reconquérir le milieu marin dégradé, protéger les mangroves, lutter contre la pollution par les pesticides, autoriser la réouverture encadrée de la pêche récréative en rivière. Mieux connaître, mieux informer, mieux former. Limiter le ruissellement et l'érosion, tenir compte du changement climatique. Renforcer la gouvernance de la gestion de l'eau. Votre avis compte. Prononcez-vous sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques de Martinique. Retrouvez le SDAGE sur le site de l'Office de l'eau Martinique. Alors, comme nous avons pu voir sur la petite vidéo que nous venons juste de voir, donc c'est le SDAGE. Donc, on explique pourquoi participer au SDAGE. Donc, effectivement, donc, à la Sopama, lorsque vient la question de l'eau et de la biodiversité, nous allons bien sûr vers Marie-Jeanne. Donc, le SDAGE, c'est quoi? Et pourquoi, effectivement, il est essentiel de répondre, de participer à cet avis-là? Voilà. Alors le SDAGE, c'est un document, donc, c'est un outil, on va dire, qui permet de gérer l'eau à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc, au niveau de la France hexagonale, dans le domaine de l'eau, on a déterminé ce qu'on appelle des districts hydrographiques. Et il y a plusieurs districts en France hexagonale et en Martinique, en Guadeloupe également, donc chaque île a été définie comme un district à lui seul, un district hydrographique. Effectivement, ça paraît un peu logique, puisqu'on est entouré d'eau, donc on communique qu'avec la mer, hein, nos rivières ne communiquent qu'avec la mer. Donc cet outil-là, il est... donc chaque district a son SDAGE, son schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Donc, en Martinique, nous avons aussi un SDAGE. Le premier SDAGE a été établi en 2002. Alors, qui est-ce qui établit le SDAGE? Alors, auparavant, c'était ce qu'on appelait le comité de bassin, qui est devenu maintenant le comité de l'eau et de la biodiversité depuis 2 ou 3, 4 ans peut-être. Voilà. Donc, et cette institution, si vous voulez, est composé c'est représentatif de tous les Martiniquais. Nous avons donc des élus dedans, nous avons des élus qui sont territoriaux, mais des élus qui représentent également les maires. Nous avons également des représentants des activités socio-professionnelles, comme par exemple qui sont liées à l'eau, les pêcheurs en rivière, pêcheurs en mer, également les agriculteurs qui consomment aussi de l'eau, les éleveurs, agriculteurs et élevage. Nous avons aussi des associations de protection de la nature et de l'environnement, comme la Sopama aussi, qui fait partie du CEB, du comité de l'eau et de la biodiversité, on l'appelle CEB le plus souvent, et d'autres associations aussi de protection de la nature et l'environnement. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des personnalités qualifiées et également des représentants de l'État. Ce sont tous ces acteurs-là qui se réunissent
dans ce comité de l'eau et de la biodiversité pour discuter de l'eau, planifier un peu quelle stratégie on va faire pour planifier l'eau, pour gérer l'eau plutôt. Et donc, cette planification se fait à travers donc, le SDAGE, un certain nombre de mesures, et ce SDAGE-là, il est prévu pour 6 ans. Bon. Donc celui auquel on va répondre, c'est pour 2022 à 2027. Celui qui est en cours, alors le premier SDAGE a démarré en 2002. Il y a eu 6 ans, ensuite il y a eu un deuxième SDAGE, et là nous sommes de 2016 à 2021, donc on y est encore, dans le troisième SDAGE. Et là, il a fallu donc tout au cours de l'année 2020, depuis 2019 même, préparer la révision, ce qu'on appelle la révision du SDAGE, pour aboutir donc à ce SDAGE de 2022 pour 2027, pour encore 6 ans. Donc il y a tout un travail qui a été fait. D'ailleurs, il y a eu une pré-consultation en 2018 où on a demandé à la population quels étaient les enjeux, c'est-à-dire les questions importantes dans le domaine de l'eau pour eux. Donc il y a eu cette première consultation et là maintenant, à partir des résultats de cette consultation, on a commencé à construire donc, un nouveau projet pour 2022-2027 et en tenant compte des réponses de la pré-consultation. Et là, il y a un projet qui est prêt et une deuxième consultation pour que la population entière donc, donne son avis sur ce projet de SDAGE. Et voilà, donc cette consultation va durer 6 mois, donc elle sera jusqu'au 15 septembre. Parce que elle a commencé au 15 mars. 15 mars, donc elle va durer jusqu'au 15 septembre. La population aura jusqu'au 15 septembre pour donner son avis. Et elle est sous forme dématérialisée, c'est-à-dire que ça sera sur Internet. Alors, je ne pense pas, à cause du Covid, qu'ils aient maintenu les ambassadeurs bleus, c'est-à-dire les personnes qui passaient pour demander aux gens leur avis et qui remplissaient directement sur une tablette. Mais donc, la population... On les voyait aussi à la mairie, Voilà. Dans les mairies, on les voyait... On répondait, pour ceux qui n'avaient pas Internet, pouvaient aller voir les ambassadeurs. Voilà. Et donc là, donc, pour voir donc, ce questionnaire, c'est sous forme de questionnaire, hein, avec des quoi à cocher, enfin des cases à cocher. Vous pouvez l'avoir sur si vous tapez sur Internet, avis-o-martinique.com. Bon, voilà. Donc nous allons, d'abord donc effectivement tu parlais tout à l'heure, là, un instant là, tu nous parlais justement de cette première consultation en 2018 et puis qu'il y avait déjà un petit résultat de cette première consultation, de cette pré-consultation. Donc nous allons voir une petite vidéo que j'ai récupérée sur l'ODE et on se retrouve juste après pour continuer l'émission sur le SDAGE. D'accord. À tout de suite. En 2019, plus de 5700 Martiniquais ont participé à une grande consultation publique nationale sur la gestion de l'eau et la protection des milieux aquatiques de leur île. Le Comité de l'eau et de la biodiversité, en tant que Parlement local de l'eau, a souhaité consulter un large public. Ainsi, il propose de mener une politique publique qui tienne compte de l'avis de tous. Les habitants et les acteurs de l'eau devaient donner leur avis sur la gestion de l'eau en Martinique et identifier les priorités attendues pour protéger les milieux aquatiques pour les prochaines années. Chaque avis a été analysé et sera intégré au futur plan de gestion des eaux. Nous avons interrogé les Martiniquais sur leur niveau de confiance quant à la qualité de l'eau au robinet. Une personne sur deux nous dit qu'elle a un niveau de confiance moyen quant à la qualité de l'eau au robinet. Par contre, nous soulignons qu'un tiers des personnes interrogées a une confiance forte à la qualité de l'eau du robinet. Et bien seulement 9% des personnes interrogées jugent la continuité du service d'eau potable faible.
Et donc, nous notons que plus de la moitié des personnes interrogées la jugent bonne. Aujourd'hui, en Martinique, 3 collectivités se partagent la compétence en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. Eh bien, nous avons interrogé les Martiniquais quant à leur souhait de voir émerger une entité unique pour la gestion de l'eau. 60% de la population martiniquaise est favorable ou très favorable à l'émergence d'une structure unique pour la gestion de l'eau. La dégradation des milieux aquatiques de l'île est liée aux pesticides, à l'aménagement du territoire, aux pollutions industrielles, mais aussi à l'assainissement des eaux usées. Comment est estimé l'impact de l'assainissement individuel sur les milieux aquatiques? Plus de la moitié des personnes interrogées estiment que les fosses septiques polluent. La biodiversité marine de Martinique est remarquable, bien que menacée par de nombreuses pollutions. Quelles sont les propositions pour limiter les mauvaises pratiques sur le milieu marin? Les Martiniquais souhaitent plus de sensibilisation, un meilleur traitement des eaux usées et davantage d'engagement politique. Merci à tous de l'intérêt que vous manifestez pour l'eau et les milieux aquatiques. Merci aux associations, aux entreprises, aux collectivités, aux institutionnels pour votre contribution. Merci également à nos jeunes ambassadeurs bleus qui ont réalisé un travail remarquable de collecte de vos avis. Donc nous avons vu sur ces images les ambassadeurs avec leurs petites tablettes, comme disait Marie-Jeanne, que nous n'avons pas cette année. Donc c'est dommage, mais bon, ainsi soit-il. Donc j'ai vu que tu as eu une réaction par rapport à la qualité de l'eau, lorsque tu as vu 53% considèrent que la qualité de l'eau n'est pas est potable et propre à la consommation. Tu as vu? Oui, alors... Effectivement, il y a... Bon, on sait que l'ARS nous dit que la qualité de l'eau est à 99% bonne, potable, on va dire. Bon, ceci dit, il y a le 1% quand même qui est là et lié à probablement certains pesticides qu'on retrouve encore dans l'eau de façon beaucoup... moins forte que les années précédentes, enfin on va dire dans les années 2004-2005, avant les années 2004-2005, puisque les usines de production d'eau ont été équipées de dispositifs vraiment d'ultrafiltration de l'eau, donc qui permet vraiment de retenir les pesticides, les principaux pesticides, qui se trouvent dans les rivières d'ailleurs, qui se trouvent dans les rivières, mais qui sont arrêtés au niveau de l'usine grâce à ces systèmes d'ultrafiltration. Bon, notamment à Vevey, ça existe, dans d'autres usines aussi. Voilà. Donc, il y en a certainement beaucoup moins, les pesticides ne passent plus, mais ça peut arriver qu'il y ait des traces encore de chlordécone ou de glyphosate donc dans l'eau. Mais ça reste vraiment... mais quand même, lorsque j'ai vu l'enquête publique sur le chlordécone, l'agent de l'ARS en fait disait qu'en réalité il y avait de l'eau, non? Il y avait du chlordécone quand même qu'on consommait jusqu'en 1995 de l'eau, du chlordécone dans l'eau. Oui, peut-être même après. Donc comment faire confiance à l'ARS lorsqu'ils disent que 99% de l'eau est propre à la consommation? Ça, c'est moi, bon, c'est tout à fait relatif quand on dit propre à la consommation. Ça dépend où on met le curseur. Maintenant, si on sait que, par exemple, comme on sait que le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien, normalement, il devrait y en avoir zéro. Bon, nous n'avons pas vérifié ça, mais certaines associations disent que la qualité, c'est fort probable aussi, la qualité des réseaux, même à l'intérieur des réseaux, sont très encrassés, et la qualité, les réseaux sont très encrassés, et qui fait que il y a eu même des photos qui ont circulé, etc. Donc, ça a peut-être joué aussi sur la vie de la population. Bon.
Ceci dit, si on ne fait pas confiance à l'ARS, je ne sais pas à qui on pourrait faire confiance, tout en sachant que, il y a quand même un risque. Là où il y a un risque aussi sur la qualité de l'eau, et ça provient des usines de production, c'est sur le process de potabilisation de l'eau, où on est obligé, le process qu'ils utilisent, les producteurs d'eau, c'est d'ajouter de l'aluminium, du sulfate d'aluminium, un produit à base d'aluminium dans l'eau, de façon à justement précipiter toutes les matières qui seraient en suspension, etc. Mais après, il faut pouvoir enlever cet aluminium qui n'est pas fait pour être dans le corps humain. Et donc, c'est là où, dans certaines usines, ça pose problème, notamment dans des usines, des unités de production vers le Galion, où il y a eu ils ont dû interrompre pendant plus de 3 mois la production d'eau potable à cause de ce problème-là. Donc, ça comme aussi, il y avait du brome aussi dans les eaux de robinet du Marigot, il y a 2 ans de cela à peu près. Ça n'a pas fait grand bruit, mais peut-être que la question sur le Gros Morne, toute la zone du Gros Morne là, et ça en fait l'ARS, je ne pense pas, elle ne fait pas des analyses tous les jours, donc depuis combien de temps les gens ont consommé cette eau-là? Donc ça quand même nous interpelle, ces dysfonctionnements au niveau des usines de production. Voilà. Okay. Donc nous allons continuer sur le stage, la vie du stage. Donc nous avons vu qu'il y a 4 grandes orientations. 4 grandes orientations. Donc on va prendre l'exemple d'une question pour voir dans la vie qu'on demande sur Internet. Donc, est-ce que tu peux nous mettre, Manuela, la première photo, s'il te plaît? Tu l'avais déjà mise tout à l'heure là, sur le site Internet. Donc, sur le site Internet, c'est avis-o-martinique.fr. .com. Avis, c'est AVIS. AVIS. Donc, nous voyons ici sur la fiche que nous avons que c'est du 15 mars, que la vie se déroule du 15 mars au 15 septembre 2021. Donc, tu peux mettre la suivante. Merci. La photo numéro 2. Voilà. Consultation du public pour la révision du stage. Donc, le site Internet est présenté comme ça. Donc, lorsque vous allez sur le site Internet, et donc, vous verrez que vous avez plusieurs rubriques, et puis vous pourrez après, pour pouvoir répondre aux questions, donc la photo numéro 3, s'il te plaît. Ah, voilà, bon. Donc, chaque question, en fait, il y a 13 questions, 13 grosses questions. Et chaque question a un petit texte qui le précède, donc qui explique globalement ce que... avant un petit résumé, avant la question. Et là, par exemple, nous avons la question orientation fondamentale numéro 1, concilier les usages humains et les milieux aquatiques. Donc, nous avons en réalité 4 orientations fondamentales. Donc la deuxième, c'est sur la qualité de l'eau. La troisième, c'est sur j'avais noté... Reconquérir la qualité. Voilà, reconquérir la qualité. Sur la connaissance, la quatrième, c'est la connaissance, la formation, le savoir sur l'eau, connaître et savoir. Donc voici ce que nous avons, les quatre orientation principale. Il y a aussi la protection, protéger les milieux remarquables, la troisième, et la dernière, c'est sur la connaissance, mieux connaître pour mieux gérer, mieux protéger. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous mettre la première question? Je crois que c'est la photo numéro 4, il me semble. Voilà, selon vous, on va faire juste une question pour montrer, expliquer comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe. Selon vous, que faut-il faire pour gérer la tension sur la ressource en eau lors du carême? Vous pouvez cocher 3 cases au maximum correspondant aux actions que vous jugez prioritaires. Donc, soit réduire la consommation pour l'eau potable. On peut cocher 3 cases. Hein, donc, 3 cases. Voilà. Donc, réduire les consommations pour l'eau potable, économiser
d'eau à fixer sur des économiseurs d'eau à fixer sur les robinets et chasse d'eau, etc. L'irrigation agricole, le goutte à goutte, changement de culture, et l'industrie, modification des dispositifs de fabrication industrielle. Donc ça, c'est des exemples de réponses que nous pouvons cocher pour dire qu'on préfère cette réponse et cette réponse. Donc, est-ce que tu peux nous mettre la suivante, s'il te plaît? La suivante est intéressante, mieux pour réduire les fuites. Ah oui, c'est important. Donc, la deuxième réponse, c'était réduire les fuites. Il faut qu'elle revienne. Voilà. Mieux utiliser l'eau, lutter contre les fuites des réseaux de distribution, améliorer le fonctionnement des équipements de distribution d'eau, comme par exemple installer plus de réservoirs, plus de suppresseurs, ou développer... la suite. Voilà. Donc, tu peux nous mettre les réponses suivantes, s'il te plaît? Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs réponses et on peut répondre plusieurs cases et on peut répondre à 3. On peut cocher 3 cases. Et sinon, on peut aussi donner notre avis, si on a besoin de donner notre propre avis, de rajouter quelque chose à cette question-là. Eh bien, vous voyez tout en bas, autre, et vous donnez une précision. Vous pouvez écrire dans la case faite pour cette occasion. Donc, on retourne sur le plateau. Donc, effectivement, tu as dit qu'effectivement, pour l'eau, pour cette question-là, qu'est-ce que la SOPAMAR préconise? Alors, je voulais dire déjà que, par exemple, donc pour le questionnaire, donc, chaque orientation fondamentale, qu'on appelle, voilà, par exemple, là, c'était concilier les usages et les milieux aquatiques. Donc, il y a un certain nombre de questions avec des cases à cocher. Et à ce moment-là, et puis il y a pu avoir un commentaire libre. Voilà. Donc, ça se répète un petit peu pour chaque orientation, pour la qualité, reconquérir la qualité. Et donc, c'est le même principe. Voilà. Donc, ta question, c'était quoi déjà? Oui, alors tu disais que par rapport aux fuites d'eau. Ah oui. Alors, effectivement, il y a une question aussi sur la sécheresse, peut-être. Oui. Voilà. Mm-hmm. Donc, alors, en fait, concilier les usages humains et les milieux aquatiques. Effectivement, parce qu'il faut bien se rendre compte que les humains ont besoin de l'eau pour leur consommation personnelle, mais aussi pour des activités, pour leur activité économique. Alors donc, parmi ce qu'on appelle différents usages de l'eau. Et parmi ces différents usages, donc on a les usages domestiques qui sont faits par les ménages. Il y a les usages agricoles qui sont faits par les agriculteurs et également l'usage industriel, puisque certaines industries, pour leur process, utilisent de l'eau, soit qu'elles pompent dans les rivières, soit qu'elles prennent de l'eau souterraine, donc par forage. Donc, ce sont ces utilisateurs-là. Donc, tout le monde va pomper, va capter de l'eau dans les rivières, tous ces usages-là, ce qu'il fait, et en même temps. Voilà. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un usager aussi qui sont les petites bêtes, les petits poissons qui sont dans l'eau, toute la faune et la flore aquatique qui vit dans l'eau et c'est leur milieu, vraiment, leur habitat. Donc, ils ont besoin d'eau aussi. Et c'est ça qu'il faut absolument prendre conscience de ça. Donc, il faut arriver à laisser suffisamment d'eau dans les rivières, ce qu'on appelle le débit minimum biologique, pour que les poissons, les crustacés puissent vivre correctement et développer leur cycle biologique, c'est-à-dire pouvoir se nourrir, pouvoir pondre leurs œufs ou s'abriter ou vivre, voilà. Et en plus, ce qui est important aussi, c'est que nos poissons, ils pondent des œufs en rivière, mais quand les larves naissent, elles vont descendre dans la rivière pour atteindre les mangroves en premier lieu, ou qui sont vraiment des nurseries, pour commencer à développer leur vie là, ce qu'on appelle les juvéniles, et ensuite un petit peu dans la mer pour certaines espèces de poissons, et ensuite elles remontent. Quand elles elles commencent à être un peu adultes, elles remontent la rivière. Ce qui veut dire aussi qu'il faut éviter qu'il y ait des obstacles à leur déplacement dans la rivière. Voilà. Donc,
ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il y a des usages humains, mais la biodiversité a besoin aussi d'eau pour survivre. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est que on se retrouve, alors tant qu'il y a de l'eau, que c'est l'hivernage, il y a beaucoup d'eau, etc., ça passe à peu près, on va dire, on ne se trouve pas avec trop de problèmes. Mais dès que le carême devient un petit peu sec, et on l'a vu l'année dernière, en 2020, comment, pour pouvoir laisser un peu d'eau, soit il n'y avait pas suffisamment d'eau, le débit minimum biologique n'était pas respecté dans les rivières, ce qui posait problème, ou alors soit on était obligé d'arrêter de faire des tours d'eau, et il y a eu vraiment une pénurie d'eau au carême dernier. Mais il faut regarder aussi quelles sont les vraies raisons de cette pénurie d'eau, parce que on a entendu beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'il faut... Donc, les questions qui sont là sont bien ça. Il faut économiser l'eau, individuellement. Chaque Chacun doit faire un effort. Voilà, chaque usage, chaque type d'usage doit économiser. On a vu que pour les agriculteurs, il n'est plus question de pulvériser l'eau. Mais du goutte à goutte. Mais mettre du goutte à goutte, ça économise l'eau. Au niveau des industriels aussi, il faut qu'ils fassent attention. Et là, on n'a pas beaucoup de données sur leur consommation d'eau, ce qui pose problème. Et les usagers aussi, ils ont des efforts à faire. Les usagers ont fait beaucoup d'efforts parce que la consommation moyenne tourne autour de 165 litres par jour, ce qui est à peu près quand même correct. Mais par contre, le problème qui se pose au niveau de l'économie d'eau, qui ne se fait pas, c'est au niveau des réseaux de distribution. Parce que ces réseaux de distribution sont fuyards, c'est-à-dire qu'il y a des pertes. 50% de l'eau qui est prélevée de la rivière part dans les fuites d'eau. Alors, il y a des problèmes de canalisation qui sont défectueuses, qui sont très anciennes. Elles datent de plus de 60 ans, les canalisations. Il n'y a pas eu d'entretien de ces canalisations, ce qu'on appelle, c'est quand même un patrimoine qu'il faut entretenir. Et votre voiture aussi, au bout de 10 ans, il faut, même avant, il faut l'entretenir pour qu'elle puisse durer. Et il se pose aussi le problème de la pression des zones qui... La pression dans les canalisations n'est pas régulée, de sorte qu'il y a des zones où la pression est trop forte et font éclater les canalisations. Ce que nous avons eu à Séguineau. C'est-à-dire que la pression était très forte, alors, ça avait éclaté un tuyau, mais je pense aussi que le tuyau était placé. Il y a eu autre chose. Séguineau, c'est encore autre chose, mais on va pouvoir en parler. Et donc, ça, il y a un problème. Et là, la gestion, ce sont les EPCI, ce qu'on appelle les communautés d'agglo, qui, depuis 2017-2018, ont la compétence... ont pris la compétence eau et assainissement, et elles doivent s'occuper donc de ça, et c'est pour cela qu'il y a un plan ODOM qui a été... Ça veut dire quoi, ODOM? Eau dans les départements d'outre-mer. Voilà. Okay. Donc un plan spécial ODOM qui a été fait pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion... Ça date de quelle année à peu près? Alors, c'est des années 2015, 2015-2016. Et à partir de ce plan ODOM, dans lequel il y a plusieurs financeurs, puisque le problème, ce sont des travaux qui coûtent très cher. Refaire des canalisations, etc., refaire des... Oui. Lorsqu'on paye la facture d'eau, est-ce qu'on ne paye pas justement ce service? On ne paye pas l'eau. Lorsqu'on paye la facture d'eau, on ne paye pas l'eau. L'eau est gratuite. Mais c'est le service qu'on paye. C'est le service qu'on paye. Et on paye la tuyauterie, normalement, non? Est-ce que ça ne fait pas partie de la facture? Oui. Théoriquement... Alors, parce que le prix du mètre cube d'eau est quand même à 5,45 €. On l'a réussi à peu près à le généraliser un petit peu au niveau des 3 EPCI. C'est qu'il y a un prix qui est élevé. C'est je crois le plus élevé de toute la France et l'outre-mer.
Donc, parce qu'à La Réunion, ça tourne autour de 2,50 € ou. Et pourquoi? Parce plus. qu'on a moins d'eau? Parce qu'il faut. Alors là, c'est la grosse question, parce que ça reste quand même opaque. La question du prix de l'eau. Pourquoi paie-t-on l'eau plus chère ici? Bon. Donc, ce qu'il y a, c'est que, pour reprendre le fil, ces EPCI-là ont des moyens, grâce au plan Eau-DOM, hein. On a des contrats de progrès, ce qu'ils ont appelé des contrats de progrès, ont été faits pour chacune des communautés d'agglo qui ont la compétence eau maintenant. Donc ce sont elles qui doivent faire des investissements et pour pouvoir moderniser les réseaux, etc. Enfin, remplacer les réseaux là où c'est nécessaire, mettre aussi des secteurs du comptage par secteur pour de façon à repérer de façon plus facilement les fuites. Également la station réduire... de comptage, c'est-à-dire qu'on met un compteur pour voir s'il y a des fuites, s'il y a plus de consommation d'eau, s'il y a d'eau qui... Voilà, c'est ça. On pense dans certains secteurs qui sont susceptibles d'avoir des fuites d'eau. On peut installer des compteurs et alors, ça se fait automatiquement, à distance. Hein. Il y a des relèves à distance qui se font. Et quand on voit qu'il y a une consommation... tout ça, c'est automatisé. Hein. On a une alerte qui signale, attention, mais on a dépassé de beaucoup. Donc, automatiquement, ça peut déclencher une intervention sur place. Enfin, voilà. Mais il faut automatiser. Il y a moyen, maintenant, avec l'informatique, il y a moyen de faire ça. Mais ça n'a pas été fait ici, en Martinique, et en Guadeloupe non plus, je pense. Il y a des moyens aussi pour réduire, en mettant des vannes, réduire les pressions, ou alors des fois, l'eau n'a pas assez de pression pour monter sur les mornes, donc des surpresseurs. Donc tout ça, tous ces travaux-là n'ont pas été faits par les anciens syndicats et maintenant les EPCI. Bon, il faut qu'ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils fassent donc les travaux, d'autant plus que ces travaux-là sont subventionnés pratiquement à 80, voire des fois 100%, par tous les financeurs qui participent donc qui ont participé au plan Eau-DOM, qui sont prêts à financer avec des subventions. Donc donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas fait. Et en fait, beaucoup de la question de la pénurie d'eau qui s'est produite au carême dernier vient essentiellement de la gestion de l'eau par les EPCI et de ces pertes d'eau et non pas tellement par la question de Séguineau. C'est vrai, il y a eu donc cette casse à Séguineau, mais la casse est là depuis 2009. C'était suite à des intempéries, les fameuses intempéries de mai 2009, qui ont cassé la canalisation, ils ont pu réparer, mais avec plusieurs petits tuyaux au lieu d'un gros tuyau. Bon, donc tout ça, mais en fait, ça c'est compliqué avec l'impossibilité de faire les réparations à cause du propriétaire qui demandait de l'argent, mais c'est pas fondé, quoi. Donc, oui, pour quelque chose qui est d'utilité publique, quand même. D'utilité publique. Après, donc, je crois que certains élus de l'Assemblée ont profité de ça aussi pour tirer sur l'exécutif. En plus, les élections approchant. Donc, voilà, c'était la grosse bête noire qui ne donnait pas de l'eau aux Martiniquais, c'était Séguineau. Alors qu'en fait, la CTM a fait ce qu'il fallait, les techniciens ont fait ce qu'il fallait pour rajouter une autre canalisation de 200, donc ça faisait 4 canalisations de 200, donc on arrivait à la même quantité d'eau, qui était une grosse canalisation de 800. Bon, c'est vrai que les débits ne peuvent pas être pareils, mais le gros problème, ce sont surtout les pertes d'eau sur les réseaux. Et quand on perd 50% de l'eau, c'est 50% de l'eau en moins dans les rivières. On paye ces 50% d'eau qui sont perdues? Mais bien sûr, parce que cette eau, elle est produite, donc elle a un coût. Ça revient, il y a un coût de revient pour produire de l'eau. Hein? Il faut déjà, donc, tous les services, comme on l'a vu, capter l'eau,
l'amener à l'usine, ensuite la dépolluer. Donc, il faut payer du personnel aussi pour faire tout cela. Donc, effectivement, c'est... Alors, et l'eau, elle est produite, il faut bien que quelqu'un la paye. Et donc, c'est nous qui la payons. Voilà. Et... voilà, donc... Et tout à l'heure, là, justement, on a vu dans la petite vidéo la gestion unique. C'est quoi la gestion unique de l'eau? Voilà. Alors, le législateur a décidé, donc, avec une des lois, la loi NOTRe de 2017, que, voilà, ils allaient donner, enfin, je ne sais pas si c'est dans l'Hexagone pareil, mais enfin, en Martinique, on a donc les communautés d'agglos qui sont compétentes en matière d'eau. Voilà, d'eau potable. Et donc, la question c'était quoi? Oui, la gestion de l'eau. Oui, voilà, la gestion unique. Voilà. Donc là, actuellement, nous avons trois. Alors les 3 EPCI plus l'usine de Vivet qui appartient donc à la CTM. Donc nous avons 4 producteurs d'eau. Alors, ce qui fait que c'est... chacun, c'est assez cloisonné, quoi. Chacun est sur son territoire, a ses usines et produit son eau pour sa population, donc dans son sous-territoire. Donc, je pense qu'il faut, au moins au niveau de la production, pour que justement qu'il y ait une répartition équitable de l'eau. Parce que nous, dans le sud, nous n'avons pas d'eau. Le nord... Il n'y a pas de production d'eau dans le sud? Non, il n'y a pas de production d'eau déjà dans le sud, puisque ça s'arrête au centre, mais nous n'avons pas non plus de rivière pour pouvoir effectivement avoir une production dans le sud. Donc nous sommes un peu dépendants, le sud est dépendant du centre et du nord. Et donc... Et bon, on le sait très bien, la population sait qu'il y a eu des problèmes pour acheter l'eau de Vivet, qui soi-disant était trop chère, mais c'est une usine quand même, Vivet, c'est une usine qui est performante, qu'il faut amortir aussi. Donc il y a une gestion de patrimoine à faire et il faut payer l'eau, et c'est pas ça qui... Je pense qu'il y a une rivalité aussi entre les EPCI eux-mêmes. Et pour faciliter et pour que tous les Martiniquais puissent avoir de l'eau chez soi d'une manière équitable, il serait préférable d'avoir une entité unique pour gérer l'eau de tous les Martiniquais. Exactement. Au lieu d'avoir des chamailleries, des disputes, des conflits. Voilà, une organisation avec surtout les usagers. Parce que ce sont les usagers qui sont là, et on a vu donc certains usagers monter au créneau, certaines associations pour dénoncer cette escroquerie intellectuelle de faire croire que c'est Séguineau qui était responsable, entièrement responsable de la pénurie d'eau. C'est affolant, ça, quoi. Donc il faut qu'il y ait une entité unique et que les usagers de toutes sortes, et puis qu'il y ait les associations de protection de la nature qui soient là pour défendre ceux qui n'ont pas de voix, c'est-à-dire la faune aquatique et donc la protection. Voilà, il faut absolument, au moins pour que déjà même au niveau des process, qu'on harmonise tous les process de production et qu'il y ait ensuite une production, dans un premier temps, quitte à ce que la distribution soit faite par les 3 EPCI qui vont, à ce moment-là, qui sont propriétaires des canalisations et des réservoirs, du stockage. Alors, le problème aussi, pour parler du stockage, il y a un problème, il n'y a pas suffisamment de stockage d'eau. Le stockage, particulièrement, c'est fait comment? Les tours? Ce sont les réservoirs d'eau, des réservoirs. Alors, au niveau des réservoirs aussi, il y a des pertes d'eau, des débordements de réservoirs, ce qui n'est pas normal. Et c'est pour ça que toute l'eau part un peu comme ça dans la nature, une eau qui a été produite, donc qui a un coût, et qui part dans la nature, et c'est aux consommateurs, aux ménages surtout, de payer cette eau-là. Okay. Voilà.
Merci. Et donc en fait, nous avons aussi, bon, l'année dernière, nous avons connu la sécheresse. Et donc, exceptionnellement, ils ont fait un forage à Cœur-Bouliki pour pouvoir produire de l'eau, pour pouvoir distribuer de l'eau. Donc en fait, qu'est-ce qu'il en est pour les forages? Parce qu'il y a des forages un peu partout en Martinique. Donc qu'est-ce qu'il en est en fait dans le stage? Je ne sais pas ce qu'il en est de qu'est-ce qui est prévu, tout ça. Oui, alors effectivement, l'eau qui arrive dans les usines pour produire de l'eau, on utilise essentiellement à 90% de l'eau des rivières, donc, mais et 10% à peu près proviennent de forages. Il y a des sources également, enfin 7% viennent des forages, et il y a aussi des sources qui sont exploitées aussi parce qu'elles ont une bonne qualité, l'eau est de bonne qualité, et qui sont utilisées pour produire de l'eau. Alors 7%, ce n'est pas beaucoup, d'autant que les précédents âges demandaient un petit peu de diversifier la ressource. Alors on va revenir sur cette question de diversification de la ressource, mais il faut faire attention. C'est bien il y a des forages qui sont déjà là, mais ils ne sont pas mis en exploitation. Ça, c'est le BRGM qui avait fait des sondages un petit peu pour voir. D'ailleurs, ils existent aussi pour récupérer l'eau et voir la qualité de l'eau. Mais ils ne sont pas tous exploités. Il n'y a que 7% de l'eau souterraine qui est utilisée pour produire de l'eau potable. Bon, mais la solution non plus n'est pas que l'on capte en rivière ou que l'on prenne de l'eau souterraine. Il y a encore des pertes d'eau, le problème, il n'est pas réglé. Tout à fait. Donc c'est l'eau souterraine on sait produire de l'eau en quantité suffisante. On ne sait pas la distribuer correctement. C'est la distribution qui n'est pas faite correctement. C'est la distribution qui pose problème. Et alors, pour revenir sur la question de diversifier la ressource, c'est intéressant parce qu'on voit bien le problème actuel de Saint-Vincent avec l'éruption. Les rivières sont remplies de cendres, elles sont inexploitables pour produire de l'eau. Donc, je pense que l'eau de forage, enfin, elle est protégée quand même, et effectivement, les forages pourraient servir en cas d'urgence, servir à alimenter la population, à alimenter les usines d'abord et ensuite la population. Mais il faut faire attention avec tant que les problèmes de perte de rendement de réseau ne sont pas résolus ou alors améliorés, parce qu'on ne va jamais arriver à 100%. Mais enfin, quand même, quand on regarde au niveau de la France hexagonale, c'est des réseaux quand même de 70 à 80% d'eau qui est distribuée. Et nous, on est à la moitié. Donc, ça n'est pas... il ne faut pas se précipiter, je pense, il faut le faire pour mettre des forages prêts en cas d'urgence. En cas d'urgence, tout à fait. Mais pour avoir une utilisation pérenne des forages... c'est les canalisations. Voilà. Je pense que ça n'est pas souhaitable non plus. Voilà. Donc, la diversification, oui, mais prête pour des cas d'urgence. OK. Donc, merci. Alors, on a aussi donc, les usines. Les usines qui utilisent de l'eau. Donc, les éleveurs, les agriculteurs, donc on l'a dit tout à l'heure là, mais il y a quand même un problème, puisque la Sopamar était au captage d'eau, donc on avait vu les images entre Basse-Pointe et Ajoupa-Bouillon, au captage d'eau pour les agriculteurs, pour arroser les bananiers. Et nous avons vu qu'il manquait un compteur, qu'il n'y avait pas de compteur pour savoir quelle quantité d'eau était captée, était utilisée par les bananeraies. Alors que normalement, il devrait y avoir un compteur et normalement, on devrait savoir combien ils consomment, et puis eux-mêmes ils doivent payer cette eau, c'est bien ça. Je ne me trompe pas. Absolument. Alors effectivement, il y a la loi sur l'eau, la LEMA de 2006 dit toute eau captée doit être comptée.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un compteur. Si on veut savoir exactement où on en est, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait des compteurs pour comptabiliser les quantités prélevées, etc. Donc, là, ça n'est pas normal. C'est une anomalie, il faudra qu'on aille voir ça, mais ou peut-être qu'il était plus loin, enfin, je ne sais pas. Il faut vraiment... En fait, il ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas, voilà. Aussi. Alors, effectivement, il y a encore des agriculteurs qui n'ont pas installé de compteur d'eau, voilà, sur leur captage. Et ça me permet de rebondir aussi sur, on n'en a pas parlé du tout, sur l'Office de l'eau, qui on appelle couramment l'ODE, l'Office de l'eau de Martinique, qui est qui, si on veut, est l'exécutif du comité de l'eau et de la biodiversité, et qui joue un rôle très important au niveau de l'eau, quoi qu'en disent certains, parce que c'est elle, en fait, qui va exécuter le SDAGE. Alors, le SDAGE est accompagné aussi d'un programme de mesure. On a oublié de dire ça. Donc, c'est vraiment quelles actions on va faire, c'est des actions qui va faire, combien ça va coûter, etc. Et donc, pour mettre en œuvre ces actions-là, donc il y a soit des particuliers, soit des entreprises, soit l'État, soit voilà. Mais ces usagers-là peuvent être financés aussi en partie par l'Office de l'eau. L'Office de l'eau, c'est un organisme qui peut financer des actions soit pour protéger l'eau, soit pour économiser l'eau, etc. Donc, pour décliner les recommandations du SDAGE. Donc, cet organisme, on a vu sa directrice sur la deuxième diapo d'ailleurs, Madame Adin, Madame Michela Adin, et c'est un organisme qui est très dynamique, hein, avec des ingénieurs et des personnes qui se donnent beaucoup. Et d'où viennent donc les financements qu'ils proposent aux usagers de l'eau? Eh bien, ça vient donc de nos factures d'eau. Parce qu'on peut faire une petite parenthèse sur les factures d'eau. Il y a donc 10% des factures d'eau qui sont reversés pour des projets, pour réaliser des projets. Qui sont reversés à l'Office de l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle les redevances. Hein. Alors, il y a les redevances pour l'eau, il y a les redevances pour l'assainissement, il y a les redevances aussi pour tout ce qui prélève l'eau. Donc, les usines de production d'eau, les agriculteurs, donc, payent une redevance à l'Office de l'eau. Et, bon, ça fait quand même une somme qui tourne autour de 9 millions quand même. Hein. Par an, voilà. Et ça permet, mais ce n'est pas de l'argent qui est thésaurisé, parce que ça permet d'être redistribué aux usagers pour améliorer donc soit la qualité, soit la gestion de l'eau, etc. C'est redistribué aux EPCI aussi, en grande partie. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire. Nous sommes déjà à 54 minutes, donc on a fini l'émission. Mais il y a encore beaucoup à dire parce qu'on n'a pas parlé de l'assainissement, on n'a pas parlé de la dépollution qui paye. Il y a vraiment les eaux comme Absalon, les eaux de source au sein. Donc, il y a vraiment énormément à dire sur le SDAGE. Donc, vous dit, vous avez jusqu'au 15 septembre. Donc, jusqu'au 15 septembre pour répondre à l'avis du SDAGE sur Internet. Donc, on conseille. Qu'est-ce que tu as à dire pour le mot de la fin? Oui, que je pense que ça sera le mot de la fin de l'émission, mais pas parce que nous aurons à revenir pour parler de l'assainissement aussi. Et c'est vrai que le domaine de l'eau, c'est un domaine qui est très large. On n'a pas parlé non plus des mangroves, parce que c'est non seulement l'eau, mais nous avons aussi maritime, les milieux aquatiques. Donc, comme ça a été dit dans la diapo, enfin la vidéo, il y a aussi les mangroves, il y a le milieu marin, il y a donc les zones humides. Donc, voilà. Donc, je pense que là, on a fait un tour assez complet sur l'eau potable.
Et peut-être que la prochaine émission, on parlera un peu de l'assainissement, qui est une priorité aussi. Voilà. Ok. Je remercie beaucoup Marie-Jeanne Toulon, qui est membre de la Sopamar. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment très enrichissant aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt sur Zouk TV. Merci Manuela. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.